Donc on va commencer par Youssef Diab, dont la concision est bien connue de beaucoup de nos interlocuteurs, qui va nous parler du projet national issu qui a démarré. Donc si tu peux faire court, ça serait génial. Mais je sais très bien que je suis très bavard. Oui, voilà. Essayer Mais de le faire, mais bon. Mais voilà. Merci. Merci. Bien, Youssef Diab, Université Gustave Eiffel, École des ingénieurs de la ville de Paris et Lab Urbain. Enfin, les universitaires, on a plusieurs casquettes. On a un laboratoire, une école et une université qui nous héberge. Alors, oui, c'est Angélique, c'est comme ça? Oui. Non, c'est dans l'autre sens. Ok, très bien. Bien. Alors, issue, innovation et solutions pour lutter contre la surchauffe urbaine. Alors, Monsieur Pelata, vous avez parlé des événements extrêmes. Et les événements extrêmes, c'est l'enjeu de demain. L'enjeu de demain sur les questions d'inondation, sur les questions de l'érosion littorale, sur les questions aussi des vagues de chaleur. Et les vagues de chaleur constituent un enjeu très important pour nos sociétés modernes. Puisqu'on était parti, vous avez parlé des Chinois, ils sont autant menacés que nous des questions de changement climatique et de leurs conséquences. Première hypothèse très importante, et vous avez parlé aussi des questions d'atténuation, la question de décarbonation. Je pense que dans notre monde du génie civil, on est très bon sur ces questions-là, puisqu'il y a énormément de recherches sur le béton bas carbone, sur les questions d'atténuation. Sur les questions de l'adaptation, on est probablement des parents pauvres de ces questions, parce qu'on les a pris un peu tard. Et on a une image de gens qui font beaucoup plus de minéralisation qu'autre chose. D'où la naissance du projet ISSU. Alors, le projet national ISSU, il a été initié par l'IREX, par la FNTP, et je tiens à remercier les équipes, Philippe, Camille, Angélique, de leur aide au quotidien par rapport à ce projet, de leur soutien, puisque le secrétariat du projet est assuré par l'IREX. On est une équipe de pilotage de ce projet. Il y a Stéphanie Minerbois de Colas qui est là, il y a François Hollard qui est quelque part, que je l'ai vu tout à l'heure, qui est aussi dans le bureau, qui assure le pilotage de ce projet, et notre présidente est Perrine Prigent, qui est adjointe à la maire de Marseille. Pourquoi je précise ces trois éléments? Ce n'est pas pour les personnes qui sont excellentes, mais sauf pour dire que c'est un projet transdisciplinaire au niveau des acteurs, au niveau du besoin des collectivités territoriales, une élue qui le porte, une association où il y a énormément d'universitaires, énormément de maîtres d'ouvrage, énormément d'entreprises privées, et d'entreprises privées, j'entends des constructeurs et des bureaux d'études. C'est dans l'autre sens, oui. Bien. Alors, si je vais annoncer, mais très rapidement, je passe très vite sur mes diapos, quelques chiffres. Je ne vais pas rentrer, les chiffres les plus connus sont annoncés par France Santé Publique. Mais je pense que je n'ai pas envie de parler de ces questions de nombre de morts, parce que les chiffres sont imprécis de mon point de vue de chercheur. Parce que quand vous comparez les chiffres français avec les chiffres allemands, les chiffres hollandais, on ne parle pas de la même chose. On parle de la conséquence. Du coup, je ne parlerai pas des chiffres. Par contre, des choses comparables, c'est ce qu'on voit sur le coût de questions de la surchauffe urbaine. C'est pour les infrastructures, pour le fonctionnement, pour le nombre de jours arrêtés, c'est à peu près entre 2015 et 2020, 25 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme comme chiffre. C'est des informations qui sont très peu connues par le public. Si je regarde aussi le nombre de jours de vagues de chaleur, c'est-à-dire là on a des chiffres relativement précis parce que des chiffres scientifiques de Météo France. En 2022, 33 jours je dirais, d'îlots de chaleur. On le dit d'une manière très simple. En 2003, c'était l'année de référence qu'on utilise souvent, c'était que de 22 jours. Okay, du coup, ça veut dire qu'il y a un progrès qui a été fait entre ces périodes-là pour essayer de mettre en place des solutions d'adaptation. Alors, bien sûr, ce que je vous ai mis sur la diapo, c'est les questions de nombre de morts, les questions économiques, etc. Quand on parle, il y a des questions de vocabulaire, et je tiens à préciser que, avec mon introduction, on a l'impression qu'on va tout faire dans le cadre du projet national issu pour lutter contre les questions de la surchauffe urbaine ou des vagues de chaleur. Non.
on a choisi un angle qui est très simple, c'est les solutions locales. Puisqu'on est dans le monde du bâtiment et des travaux publics, on est sur une logique de dire on va trouver des solutions locales. On ne va pas lutter contre les îlots de chaleur urbains. On ne va pas travailler sur les forêts qu'il faut réaliser à 50 km de Paris pour essayer de réduire l'impact de la chaleur à Paris. On ne travaillera que sur des solutions locales puisque c'est ce que nous maîtrisons dans notre monde, mais ce que dans notre monde de bâtiments et de travaux publics. Alors, première chose, on est sur la surchauffe urbaine et on n'est pas sur les îlots de chaleur. Et deuxième point, c'est qu'on est vraiment sur des solutions locales. Alors, bien sûr, pour arriver à ça, la surchauffe urbaine, c'est quoi exactement? C'est pas uniquement dire que la température est élevée à un endroit donné, la température du sol est élevée. Non, c'est la sensation que les usagers peuvent avoir de cette question-là. C'est-à-dire, il y a les questions de l'air, il y a les questions d'humidité. Quand vous êtes à Dubaï et vous avez 40 degrés, c'est invivable. 40 degrés dans une ville où le climat est sec, on peut faire avec. Du coup, ce n'est pas uniquement une question de température, c'est une question de vécu par les habitants. C'est pour ça qu'on parle de la surchauffe comme phénomène où il y a énormément d'acteurs qui doivent être impliqués. On a bien sûr les entreprises, les bureaux d'études, les ingénieries, les entreprises, les startups, etc., etc. Mais il y a aussi les usagers. Et c'est un volet très important. Je pense que ça donne l'originalité au PNI issu au sein de l'IREX, puisqu'on mobilise énormément d'acteurs qui travaillent sur le végétal, qui travaillent sur les questions de l'eau, mais qui travaillent aussi sur les questions sociales. Et ça, c'est très important de dire comment les gens vivent la crise. Et ces retours d'expérience par rapport à ce qui retour d'expérience des usagers de l'espace public, un élément très important. Alors, voilà, j'ai dit tout ça, mais par contre, il y a un élément très important aussi, qu'on est dans une complexité incroyable. Quand vous allez réfléchir sur les questions de la surchauffe urbaine, vous avez des interdépendances dans tous les sens. Je viens du monde du génie urbain, où les interdépendances, je connais bien par rapport au réseau, par rapport à la notion qui gouverne un peu nos politiques publiques actuellement, qui est la notion de nexus. Quelle relation entre l'eau, l'énergie, les déchets, la santé, l'alimentation. On n'est pas dans cette complexité très importante pour le moment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous intrigue beaucoup. Concrètement, le projet est organisé autour de 3 work packages. Je ne vais pas vous faire une présentation de tous les work packages, je vais prendre un flash sur quelques éléments qui me semblent importants. On est dans le monde de l'urbain, ça veut dire on travaille par échelle spatiale. On a des activités dans le work package 1 sur les composantes. Ça veut dire, ça peut être un bout de chaussée, ça peut être une chaussée drainante, ça peut être éventuellement les questions de l'eau, ça peut être quelques éléments paysagers, solutions grises, vertes et bleues. Okay, on travaille sur ces trois éléments. Le WP2, on change d'échelle, mais quand même, on reste sur des choses fondamentales, c'est-à-dire les aspects modélisation et les aspects aide à la décision. Et ça, c'est un élément très important parce que tous les travaux qu'on a pu voir par les autres agences et l'État qui travaillent sur ces questions, cette question d'aide à la décision, ça veut dire trouver le compromis entre l'adaptation et l'atténuation, c'est un élément très important. Et en 2 minutes, je vous donnerai quelques éléments sur les différents les spots sur lesquels je voulais me focaliser. Cette question d'aide à la cette question de modélisation, j'ai pris un équipement que Jean-Bernard Covary connaît bien, qui est sur le campus de Marne-la-Vallée, où on peut faire des essais, des modélisations très intéressants, qui s'appelle Sensity. Sur les questions d'aide à décision. Je tiens vraiment à vous demander tous de contribuer sur cette partie-là, parce que c'est là où je pense que la valeur ajoutée du PN issu sera très importante. Comment on peut trouver ce compromis pour l'adaptation, c'est-à-dire essayer de réfléchir sur les approches d'atténuation, les approches d'adaptation qui est notre entrée principale, avec les impacts socio-économiques. Et tout ça, on va essayer de le modéliser dans ce qu'on appelle le Work Package 2.2 sur des questions d'analyse multicritères. Et c'est un élément fondamental, je pense, qui permettra aux acteurs du PN issu d'être très, très opérationnels pour soutenir les politiques publiques.
Et troisième élément, c'est des démonstrateurs. Là, on essaye de faire travailler avec les collectivités, puisque notre travail, c'est avec ces collectivités. On a une liste de démonstrateurs qui sont très intéressants. Il y a quelques acteurs qui sont dans la salle, par exemple, l'équipe qui est de Toulouse, qui est présente, et on peut discuter sur les démonstrateurs. Et régulièrement, on a l'impression sur Work Package 3, les acteurs sont en attente, les acteurs territoriaux sont en attente de ces solutions, et du coup, on en a plein de démonstrateurs qui arrivent régulièrement et qu'on va rajouter dans le PN. Pour conclure, tout ça, ça permet de revenir sur le Work Package 0 que je n'ai pas développé. C'est là où on partage les résultats, on partage les connaissances, on fait justement cette approche collaborative. On a énormément d'acteurs qui travaillent ensemble et on le met en avant. Et aussi, on veut se positionner comme un acteur principal des questions de la surchauffe urbaine, puisqu'on on a décidé d'organiser 2 webinaires tous les ans avec tous les projets de recherche qui travaillent sur la surchauffe urbaine, financés par l'ADEME, financés par l'ANR, financés par ITECOP, pour les citer. Voilà, et essayer de dire que le PN issu est au cœur des dispositifs de lutte contre la surchauffe urbaine. Et je vous remercie, parce que je vois que le président d'IREX me presse un peu. Merci. Merci. Merci, Youssef. Reste 1 minute avec nous. On n'a pas le temps, mais ça n'a pas d'importance. Pour une question, allez-y. Quelqu'un souhaite intervenir? Non. Oui, Jean-Bernard. Mais tu manges ton temps de parole pour tout à l'heure. Hein. Très, très rapidement. Sur quel pays, vous m'entendez? Oui. Sur quel pays du monde, pour reprendre ce que vous disiez, faut-il faire de l'OSINT, Open Source Intelligence, pour ces questions de surchauffe urbaine, pour accélérer nos propres technologies et nos propres solutions? Alors, la problématique venait du Japon, en fait. Oui. C'est le premier pays qui a réfléchi à ces questions de rafraîchissement des rues. Ça veut dire, vous avez dans les rues japonaises... Ça s'appelle Oshimizu, en japonais. Et autour de l'an 2000, j'ai organisé sur la place du parvis de l'Hôtel de Ville de Paris une cérémonie d'Oshimizu avec des collègues japonais pour sensibiliser la municipalité de Paris au bien-être apporté par le fait qu'on prend de l'eau brute, hein, pas de l'eau traitée, on la met sur les rivières, on mesure le bien-être que ça représente par la baisse de température, mais aussi par l'humidité. Donc effectivement, les Japonais ont été historiquement des pionniers. Tout le pourtour méditerranéen, hein, quand vous savez que vous arrosez les seuils des maisons, c'est pas pour la poussière, comme on dit souvent, c'est surtout pour le bien-être. Voilà. Donc, et en ce moment, la contrôle sur le japonais, Oshimizu. Hein. Et la Grèce aussi, parce que c'est le concept des roofs qui sont blancs, qui ne sont pas en blanc, qui arrivent en France petit à petit. Voilà. Sinon, les Italiens ont peint leurs rails en blanc. Hein. Vous pouvez circuler sur le réseau italien. Il y a plein de pays méditerranéens où on a des tas de choses à apprendre. Mais grosso modo, ceux qui ont eu plus chaud que nous et qui ont des fortes densités urbaines se sont posés de ces questions. D'autres questions? Non, mais merci beaucoup. On reviendra de toute façon sur ces sujets tout au long du PNISU. Donc, on te ressollicitera. On passe à un autre...